La notion de jeunesse évoque généralement des images d'innocence, mais les plus jeunes tueurs en série de l'histoire contredisent radicalement cet idéal. Leurs actes atroces témoignent de manière troublante du potentiel sombre qui sommeille en eux. Nous explorons le parcours inquiétant de ces individus dont la jeunesse a été marquée par des actes de violence inexplicables. Amarjit Sada. Amarjit Sada est un cas extrêmement rare d'enfant tueur en série, qui a mérité le titre de plus jeune tueur en série au monde pour avoir prétendument pris 3 vies avant l'âge de 8 ans. Il est né dans le village de Mushahar, dans l'état du Bihar, en Inde, de parents qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Amarjit était un enfant plutôt solitaire, qui trouvait du réconfort dans des activités telles que grimper aux arbres et explorer les environs. Sa vie a pris un tournant inquiétant lorsque sa tante, qui avait trouvé un emploi en ville, lui a confié la garde de son enfant et de sa petite sœur pendant qu'elle s'installait dans son nouveau travail. Pendant qu'il s'occupait d'eux, Amarjit se serait livré à des actes de cruauté choquants. Il a commencé par pincer et gifler le bébé, semblant prendre plaisir à ses cris. De manière inquiétante, ces actes se sont intensifiés lorsqu'il a mis ses mains autour du cou du bébé pour tenter de l'étouffer. Après avoir tué son cousin, il a enterré le bébé sous l'herbe et est rentré chez lui. Lorsqu'Amarjit a avoué son crime à sa mère, celle-ci a été choquée, ce qui est compréhensible. Bien que son père l'ait puni physiquement pour son crime, ils ont choisi de ne pas impliquer la police et ont inventé une histoire pour sa tante. Sa prochaine victime a été sa sœur de 8 mois, qu'il a étranglée pendant que ses parents dormaient. Selon son oncle, certains membres de la famille étaient au courant des crimes, mais il les considérait comme des affaires de famille. Les crimes ne furent pas signalés jusqu'à ce qu'Amarjit tue un 3e bébé en 2007, sa dernière victime présumée, une petite fille de 6 mois nommée Khushbu. Sa mère, une voisine, signala la disparition de sa fille après l'avoir laissée dormir dans une école primaire. Amarjit aurait avoué avoir étranglé le bébé et l'avoir frappé avec une brique. Il conduisit ensuite les villageois à l'endroit où il l'avait enterré. Amarjit a été placé en garde à vue par la police, où il a avoué le meurtre de sa sœur 3 mois plus tôt et celui de son cousin 1 an plus tôt. Les meurtres avaient été commis de manière similaire. Amarjit avait tendance à sourire, mais restait généralement silencieux. En vertu de la loi indienne, un enfant ne peut être envoyé en prison. Il peut en revanche être placé dans un foyer pour enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Des tests psychiatriques ont révélé qu'Amarjit souffrait de troubles du comportement et il a été placé dans un foyer de la ville de Munger. Les frères Bever. Les médias parlent peut-être de Beaver, mais il s'agit ici de l'histoire des frères Robert et Michael Bever, impliqués dans un crime horrible et tragique qui a choqué la communauté de Broken Arrow, dans l'Oklahoma, en 2015. Les frères ont orchestré une attaque brutale contre les membres de leur propre famille, entraînant la mort de leurs parents et de leurs frères et sœurs le 22 juillet 2015. Les frères Bever ont exécuté leur plan dans leur maison familiale, armés de couteaux et d'une hache, et ont lancé une attaque violente contre leurs parents, David et April Bever, ainsi que leurs jeunes frères et sœurs. L'attaque a été caractérisée par une extrême brutalité et une cruauté sans merci, coûtant la vie à leurs parents et à 2 de leurs frères et sœurs, Daniel et Victoria Bever. 2 autres frères et sœurs qui étaient également présents lors de l'attaque ont réussi à survivre, mais ont subi de graves blessures. Le mobile de cet acte odieux fait toujours l'objet de spéculations et d'une enquête en cours. Selon certaines informations, les 2 frères partageaient une fascination pour la violence, ce qui ajoute une dimension troublante à leurs actes. Au cours de l'interrogatoire qui a suivi, Michael Bever a révélé des détails troublants sur le déroulement de ce tragique incident. Selon certaines informations, Michael aurait révélé qu'ils avaient un objectif prédéterminé, à l'instar d'autres criminels. Au cours de l'attaque, Michael a appelé sa sœur dans une pièce, détournant son attention pendant que son frère l'attaquait. Ensuite, leur mère a été prise pour cible, suivie de leur père. À ce moment-là, leur frère Daniel s'était barricadé dans sa chambre, cherchant désespérément de l'aide en appelant le 911. Tragiquement, Michael a trompé Daniel, en prétendant faussement que Robert était également à sa recherche, et l'a exhorté à ouvrir la porte pour se mettre en sécurité. Daniel, croyant les paroles de son frère, a laissé Michael entrer, coupant sans le savoir la communication avec le 911. Robert l'a rapidement suivi, déterminé à mener à bien son acte horrible. La sœur aînée a réussi à s'échapper et s'est réfugiée à l'extérieur, déclenchant l'alarme de la maison. Cependant, Michael a rapidement désactivé l'alarme et l'a ramenée de force dans la maison, où il l'a soumise à davantage de violence. Pendant ce temps, 2 jeunes frères et sœurs âgés de 5 et 7 ans se sont réfugiés dans la salle de bain en se verrouillant à l'intérieur. Michael, utilisant une fois de plus la manipulation, les a convaincus d'ouvrir la porte sous le faux prétexte que Robert attaquait tout le monde. Tragiquement, Michael a ensuite tué son frère de 7 ans, tandis que Robert agressait le frère de 5 ans.
Heureusement, des coups frappés à la porte ont interrompu cette brutalité et la police est arrivée rapidement, grâce à l'appel désespéré de Daniel. Cette intervention a mis fin à cette série de violences. Après leur arrestation, Robert et Michael Beaver ont été inculpés de plusieurs crimes. La gravité des accusations et la nature odieuse des crimes ont conduit à ce qu'ils soient jugés comme des adultes. En 2016, Robert Beaver a plaidé coupable de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Michael Beaver, quant à lui, a choisi d'être jugé en 2018. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et a également été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ces peines garantissent qu'ils ne constitueront plus jamais une menace pour la société. Michael Hernandez. Michael Hernandez, né en février 1988 à Miami, en Floride, était à l'origine un enfant intelligent et bien élevé, connu pour ses capacités scolaires exceptionnelles. Cependant, derrière cette apparence normale se cachaient des problèmes sous-jacents qui allaient plus tard contribuer à un crime horrible. En 2004, à l'âge de 14 ans, Hernandez a commis un acte brutal qui a choqué toute la nation. Le crime choquant de Hernandez consistait à attirer son camarade de classe, Jamie Goff, dans les toilettes de l'école Southwood Middle School à Miami. Là, il a agressé Goff avec un couteau, finissant par lui ôter la vie. La nature horrible du crime, le jeune âge de la victime et de l'auteur, ont profondément bouleversé la communauté. Le mobile derrière l'acte odieux de Hernandez a fait l'objet de spéculations et d'analyses. Certains rapports suggèrent qu'il avait une fascination morbide pour les criminels en série, dont il étudiait régulièrement la vie et les méthodes. De plus, on a découvert qu'il tenait un journal rempli d'écrits et de dessins inquiétants représentant des scènes de violence. Ces éléments, combinés à un désir de notoriété, ont peut-être contribué à sa décision de commettre un crime aussi terrible. Après son arrestation, Hernandez a été jugé à partir de 2008. L'accusation a présenté des preuves convaincantes, notamment des images de vidéosurveillance et des témoignages de camarades de classe, qui ont établi la nature préméditée et calculée de son crime. Bien qu'il n'ait eu que 14 ans au moment des faits, Hernandez a été jugé comme un adulte, ce qui a suscité un débat important sur la peine appropriée pour les délinquants juvéniles. En 2008, le tribunal a déclaré Hernandez coupable de meurtre au premier degré et le jeune criminel a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Des larmes ont jailli de ses yeux lorsqu'il a entendu cette sentence dévastatrice. Cette sentence soulignait la gravité de son crime et le juge était convaincu qu'il représentait une menace importante pour la société. La décision de condamner un délinquant juvénile à la prison à vie a été très controversée et a attiré l'attention sur les défis auxquels est confronté le système judiciaire pour mineurs, le potentiel de réinsertion et l'équilibre délicat entre punition et rédemption. Depuis sa condamnation, Hernandez a tenté à plusieurs reprises de faire appel de sa peine et de la faire annuler. Il a fait valoir que son âge devait être pris en considération. Cependant, il n'a jamais eu la chance de quitter la prison et, en 2021, à l'âge de 31 ans, il est décédé derrière les barreaux. L'autopsie a révélé que Hernandez était atteint d'obésité morbide, mesurant 1,78 m et pesant 129 kg, et qu'il souffrait d'arythmie cardiaque. Le cas de Miguel Hernandez est un rappel tragique des conséquences des troubles mentaux non traités et des dangers potentiels liés à l'exposition à des médias violents. Il met en évidence la complexité du système judiciaire pour mineurs, où le difficile équilibre entre punition et réinsertion reste un sujet de débat et de réflexion permanent. Brenda Spencer. Le nom de Brenda Ann Spencer est à jamais associé à un événement tragique qui a profondément marqué la nation et attiré l'attention sur les défis complexes liés à la santé mentale et à l'accès aux armes à feu. Née le 3 avril 1962 à San Diego, en Californie, les actes commis par Spencer le 29 janvier 1979 ont laissé une empreinte indélébile sur sa communauté, soulevant de profondes questions sur les motivations qui poussent à commettre de tels actes de violence. À l'âge de 16 ans, Spencer a commis un acte odieux qui a bouleversé à jamais la vie de nombreuses personnes. Armée d'un fusil de calibre 22, elle s'est postée près d'une fenêtre de sa maison donnant sur l'école primaire Grover Cleveland, alors que les élèves et le personnel arrivaient pour la journée. Dans un élan de violence choquant, elle a ouvert le feu sans discernement, visant des victimes innocentes sans aucun remords. Les conséquences des actes de Spencer ont été dévastatrices, entraînant la perte tragique de 2 vies et blessant 9 autres personnes. Parmi les victimes figuraient le directeur Burton Wragg et le concierge Mike Suchard, dont la mort prématurée a bouleversé toute la communauté. Cet acte de violence insensé a laissé beaucoup de gens perplexes, se demandant comment une jeune adolescente pouvait nourrir une telle noirceur en elle. Après son arrestation,
La réponse tristement célèbre de Spencer à la question de son mobile n'a fait qu'épaissir le mystère. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait fait cela, elle a répondu avec cruauté « Je n'aime pas les lundis ». Cette déclaration effrayante a laissé les observateurs stupéfaits et perplexes, alors qu'ils cherchaient des réponses qui pourraient leur permettre de comprendre un acte aussi inexplicable. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire avançait, il est devenu évident que l'enfance difficile de Spencer avait joué un rôle important dans son parcours. Des rapports ont révélé des antécédents de tendances violentes et de dépression. On a découvert qu'elle avait développé une fascination pour les armes à feu, allant même jusqu'à demander un pistolet comme cadeau de Noël que son père lui a malheureusement offert. En 1980, Spencer a été jugé pour ses crimes et reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment d'homicide et de multiples agressions avec une arme mortelle. En raison de son statut de mineur au moment des faits, elle a été condamnée à une peine de 25 ans à perpétuité. Malgré de nombreux appels au fil des ans, la peine de Spencer a été confirmée et elle reste incarcérée. Son cas rappelle de manière solennelle les conséquences considérables des actes violents et souligne l'importance cruciale de traiter les problèmes de santé mentale à un stade précoce. En outre, il a relancé le débat sur la nécessité de mesures plus strictes de contrôle des armes à feu afin d'empêcher que celles-ci ne tombent entre de mauvaises mains, en particulier celles de personnes souffrant de troubles mentaux. Edmund Kemper. Edmund Kemper, également connu sous le nom de Co-Ed Killer, est un criminel en série américain notoire qui a commis une série de crimes horribles dans les années 1970. Ses actes de violence choquants et la nature effrayante de ses crimes lui ont valu une place parmi les criminels en série les plus tristement célèbres et les plus étudiés de l'histoire. Né en 1948 à Burbank, en Californie, Kemper a montré un comportement inquiétant dès son plus jeune âge. Il entretenait une relation difficile avec ses parents, en particulier avec sa mère, envers laquelle il nourrissait une profonde rancœur. L'enfance de Kemper a été marquée par des fantasmes violents et le tourment et le meurtre d'animaux, souvent considérés comme des signes avant-coureurs de futures tendances violentes. Les activités criminelles de Kemper ont commencé en 1964, alors qu'il n'avait que 15 ans. Il a tué ses deux grands-parents, abattant sa grand-mère et attaquant son grand-père avec un couteau. Kemper a déclaré plus tard que ses actes étaient motivés par son désir de ressentir la sensation de prendre la vie de quelqu'un et d'exercer un contrôle sur la vie et la mort. Après avoir passé plusieurs années dans un établissement psychiatrique, Kemper a été libéré en 1969. Malgré les inquiétudes exprimées par les psychiatres quant à son potentiel de violence, leurs craintes se sont malheureusement confirmées. Kemper a commis une série de crimes brutaux au début des années 1970, visant principalement des jeunes femmes, ce qui lui a valu le surnom tristement célèbre de Co-Ed Killer, le tueur des étudiantes. Kemper prenait souvent en stop des étudiantes, qu'il emmenait dans des endroits isolés où il les étranglait et les démembrait. Les tendances violentes de Kemper s'intensifièrent encore, culminant avec le meurtre de sa propre mère et de son ami en 1973. Il décapita sa mère et se livra à des actes perturbants avec son corps avant de s'en débarrasser. Suite à cela, il se rendit volontairement à la police, avouant la série de crimes horribles qui avaient terrorisé la Californie. En 1973, Kemper a été reconnu coupable de 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré ces crimes odieux, Kemper a fasciné les chercheurs et les psychologues en raison de son intelligence supérieure et de son éloquence. Tout au long de son séjour en prison, il a coopéré avec des experts en psychologie et en profilage criminel, fournissant des informations précieuses sur son esprit et les motivations derrière ses crimes. Son cas a considérablement contribué à notre compréhension des criminels en série. James Fairweather. James Fairweather, plus connu sous le nom de Colchester Killer, est né en 1999. Fairweather s'est fait connaître comme l'un des plus jeunes criminels en série condamnés au Royaume-Uni, mettant en lumière la capacité inquiétante des adolescents à commettre des actes violents. Son sombre chapitre s'est déroulé à Colchester, dans l'Essex, entre mars et juin 2014, alors qu'il n'avait que 15 ans. Au cours de cette période, il s'est lancé dans une série de crimes horribles qui ont coûté la vie à 2 personnes innocentes. La première victime était James Hatfield, un homme de 33 ans atteint de lésions cérébrales qui fréquentait les parcs de la ville. Fairweather s'en est pris à Hatfield dans une attaque sauvage, le frappant brutalement à plus d'une centaine de reprises avec un couteau. Le lendemain matin, un passant horrifié a découvert le corps sans vie d'Hatfield, provoquant une onde de choc dans la communauté. À peine 2 mois plus tard, Fairweather a frappé à nouveau, choisissant une autre victime sans méfiance. Cette fois, sa cible était Naïd Almania, une étudiante saoudienne de 31 ans qui se rendait simplement à l'université d'Essex. Fairweather l'a prise en embuscade, l'a agressée avec un couteau
et l'a laissé sans pitié succomber à ses blessures sur le chemin. Cette série de crimes brutaux a plongé Colchester dans un état de peur et de panique, les habitants étant confrontés à la terrifiante réalité qu'un adolescent, apparemment sans histoire, pouvait commettre des actes aussi odieux. La police a travaillé sans relâche pour appréhender le criminel, ne négligeant aucun détail dans son enquête. Par un coup du sort, c'est grâce à ses propres vantardises et menaces effrayantes à l'égard d'un ami que Fairweather a été arrêté. Alarmé par ces déclarations inquiétantes, l'ami les a courageusement rapportées aux autorités, ce qui a conduit à l'arrestation de Fairweather en juin 2014. Lors de son interrogatoire par la police, Fairweather a avoué ses crimes, confirmant ainsi sa culpabilité. Il a affirmé avoir entendu des voix qui l'incitaient à faire des sacrifices. En 2015, Fairweather a été jugé et reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre. Le juge a reconnu la gravité et la brutalité de ses actes et Fairweather a été condamné à 27 ans de prison. Le tribunal a reconnu qu'il représentait un risque important pour le public, rappelant de manière effrayante les capacités destructrices qui peuvent se cacher chez un individu aussi jeune. Le nom de James Fairweather restera à jamais associé à un chapitre sombre de l'histoire de Colchester. Ces crimes nous rappellent de manière effrayante que le mal peut surgir de manière inattendue et que la vigilance, l'empathie et les mesures préventives sont essentielles pour garantir la sécurité et le bien-être des communautés. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante, née en 1994 dans le Missouri, s'est fait connaître pour avoir commis un crime horrible à un jeune âge, qui a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Le 21 octobre 2009, alors qu'elle n'avait que 15 ans, Bustamante a brutalement agressé sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holten, dans leur quartier de Saint-Martin. Bustamante a attiré Elizabeth dans les bois, l'a étranglée, puis l'a agressée avec un couteau. Après l'avoir tuée, elle a enterré le corps d'Elizabeth dans une tombe peu profonde et a tenté de dissimuler les preuves de son crime. Le véritable motif derrière les actes de Bustamante a été révélé plus tard lors de son procès. Des témoignages ont révélé qu'elle avait eu une enfance difficile, marquée par la négligence et la maltraitance. Elle souffrait également de troubles mentaux, notamment de dépression et d'antécédents d'automutilation. Bustamante avait manifesté une fascination inquiétante pour la mort et la violence, comme en témoignent ses écrits et ses dessins. La nature choquante du crime et le jeune âge de Bustamante ont déclenché un débat national sur la peine appropriée pour les délinquants juvéniles. Certains ont plaidé en faveur de la clémence, compte tenu de son âge et de son potentiel de réinsertion. D'autres, en revanche, ont estimé que la gravité du crime justifiait une peine plus sévère. En 2012, Bustamante a plaidé coupable de meurtre au 2e degré et d'actes criminels armés. Elle a été condamnée à la prison à vie avec libération conditionnelle en 2024. L'affaire Bustamante a attiré l'attention sur l'importance d'une intervention précoce et d'un soutien en matière de santé mentale pour les jeunes en difficulté dans le pays. Elle a également souligné la nécessité de disposer de ressources accessibles et d'une approche globale pour traiter les problèmes sous-jacents pouvant conduire à des actes de violence extrême. Le crime de Bustamante était indéniablement horrible et il est à noter qu'elle avait rédigé un journal intime ce soir-là dans lequel elle avait documenté cet événement choquant. Depuis sa condamnation, Bustamante continue de faire l'objet de l'intérêt et de l'attention du public. Certains soutiennent que son jeune âge au moment du crime et son potentiel de réinsertion devraient être pris en considération pour une éventuelle réduction de sa peine. D'autres maintiennent que la peine est appropriée compte tenu de la gravité de ses actes. Eric Smith. Eric Smith, né le 22 janvier 1980, s'est rendu tristement célèbre pour avoir commis un crime odieux à un très jeune âge. À seulement 13 ans, Smith a brutalement ôté la vie à un garçon de 4 ans nommé Derrick Roby dans le comté de Steuben, dans l'État de New York, en 1993. Cet événement tragique a profondément choqué la communauté et soulevé de graves questions sur la capacité des adolescents à commettre des actes violents et sur la complexité du système judiciaire pénal pour mineurs. Ce jour fatidique, Eric Smith a croisé Derrick Roby, qui se rendait seul à un camp d'été. Profitant de l'occasion, Smith a attiré le jeune garçon dans une zone boisée isolée, où il a soumis Derrick à une agression violente et prolongée. La nature et la brutalité du crime ont profondément bouleversé la communauté locale, suscitant l'indignation et l'incrédulité. Après la découverte du corps sans vie de Derrick, une chasse à l'homme massive a été lancée. Eric Smith, avec ses cheveux roux et ses lunettes caractéristiques, est devenu le principal suspect. Il a été appréhendé peu après et a rapidement avoué le crime. Les aveux de Smith, associés à des preuves médico-légales substantielles, ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. Au moment du crime, Smith n'avait que 13 ans, ce qui a suscité un examen minutieux du système judiciaire pour mineurs. Beaucoup se sont demandé si un enfant de l'âge de Smith pouvait pleinement comprendre la gravité de ses actes
Et s'il était juste de le juger selon les mêmes critères que les délinquants adultes? Ces questions sont devenues le point central de la procédure judiciaire. Après un long procès, Smith a été reconnu coupable et accusé de meurtre au 2e degré. Son avocat a fait valoir qu'il devait être jugé comme un mineur. Cependant, le tribunal l'a condamné comme un adulte en raison de la gravité de son crime. Smith a été condamné à une peine de 9 ans à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Après avoir purgé 28 ans de prison, Smith a été libéré. Plusieurs détails importants concernant l'affaire ont été révélés lors de l'interview du grand-père de Smith. Il a fait écho aux paroles d'Eric en déclarant « J'ai vu le gamin blond et j'ai voulu lui faire du mal ». Son grand-père, comme le reste du monde, a été choqué par le crime commis par son petit-fils. L'affaire Smith a depuis suscité des débats sur l'efficacité de la réinsertion et la peine appropriée pour les délinquants juvéniles. Certains soutiennent que les adolescents, dont le cerveau est en développement et qui ont un potentiel de changement, devraient avoir une chance de se réinsérer et de réintégrer la société. TJ Lane, de son nom complet, Thomas Michael Lane. 3e est un criminel condamné qui a fait la une des journaux pour avoir commis une fusillade meurtrière dans une école, qui a profondément choqué les États-Unis. Né le 19 septembre 1994, Lane est devenu l'un des criminels adolescents les plus détestés au monde. Son attaque violente a eu un impact considérable sur la vie des familles des victimes et a attiré l'attention sur la question cruciale de la sécurité dans les écoles. Le 27 février 2012, alors qu'il n'avait que 17 ans, Lane a commis un acte tragique au lycée Chardon High School de Chardon, dans l'Ohio. Armé d'un pistolet de calibre 22, il a pris pour cible des élèves dans la cafétéria pendant le petit déjeuner. Les actes de Lane ont entraîné la mort par balle de 3 élèves et blessé 3 autres. Les victimes ont été identifiées comme étant Daniel Palmer-Tor, Demetrius Ulen et Russell King Jr. Le mobile de l'attaque de Lane reste sujet à spéculation et à débat. Certains rapports suggèrent que des griefs personnels ou des sentiments de rancœur auraient pu le motiver, tandis que d'autres pointent du doigt des problèmes de santé mentale comme facteur contributif. Le passé troublé de Lane, notamment ses antécédents de troubles du comportement et sa vie familiale difficile, ont ajouté à la complexité de l'affaire. Après la fusillade, Lane a été appréhendé par un enseignant qui a réussi à le maîtriser jusqu'à l'arrivée des autorités. Il a ensuite été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation. Au cours de son procès, Lane n'a montré que peu de remords pour ses actes et a même souri narquoisement et fait des gestes inappropriés dans la salle d'audience. Il portait un t-shirt sur lequel était inscrit un mot obscène et irrespectueux et s'est adressé aux familles des victimes de manière dégradante. En mars 2013, Lane a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a qualifié ces actes de pure malveillance et a souligné la nécessité de protéger la société contre une personne capable d'une telle violence. La fusillade du lycée de Chardon a provoqué une onde de choc dans tout le pays, déclenchant des débats sur le contrôle des armes à feu, les mesures de sécurité dans les écoles et la santé mentale des jeunes. Cet incident tragique a incité les communautés à réfléchir à l'importance d'identifier et de traiter les signes de détresse et les tendances violentes chez les jeunes en difficulté. L'impact des actes de Lane sur les familles des victimes et la communauté de Chardon ne peut être sous-estimé. Cette tragédie a profondément bouleversé leur vie, leur laissant un chagrin et un traumatisme durable. Cependant, la communauté s'est également mobilisée pour se soutenir mutuellement, faisant preuve de résilience et d'engagement envers la guérison. Nathaniel Brasil s'est fait connaître pour son implication dans un crime tragique et très médiatisé qui s'est produit à Lake Worth, en Floride, en 2000. Né en octobre 1986, Brasil n'avait que 13 ans lorsqu'il a commis l'acte qui a changé à jamais sa vie et celle des personnes impliquées. Le 26 mai 2000, Nathaniel Brasil a apporté un pistolet volé et non chargé à l'école secondaire Lake Worth Middle School où il était élève. Il est entré dans sa classe d'anglais et s'est disputé avec son professeur, Barry Grunow, qui l'aurait réprimandé plus tôt dans la journée. Au cours de la dispute, Brasil a sorti son arme et a tragiquement tiré sur Grunow à la tête, lui causant la mort. L'incident a provoqué une onde de choc dans la communauté et a attiré l'attention nationale en raison de l'âge de l'auteur et du caractère insensé du crime. Il a soulevé de nombreuses questions sur le contrôle des armes à feu, la sécurité dans les écoles et l'influence des médias sur le comportement des jeunes. Brasil a été arrêté peu après la fusillade et accusé de meurtre au premier degré. Il a été jugé comme un adulte, malgré son âge, en raison de la gravité de l'infraction. Au cours du procès, l'avocat de Nathaniel a fait valoir que le crime n'avait pas été commis intentionnellement. La défense a également suggéré que l'arme s'était déclenchée accidentellement, alors que Brasil et Grunow luttèrent pour prendre le dessus l'un sur l'autre. Cependant,
L'accusation a fait valoir que Brazil avait apporté l'arme à l'école avec l'intention de blesser quelqu'un. En 2001, Nathaniel Brazil a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et d'agression aggravée avec une arme à feu. Il a été condamné à 28 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé au moins 25 ans. Pendant son séjour en prison, l'affaire Brazil a continué à faire l'objet d'une grande attention, certains soutenant sa libération et d'autres plaidant pour le maintien de sa peine. Au fil des ans, son affaire a fait l'objet de recours juridiques et d'appels, mais la peine et la condamnation de Nathaniel ont finalement été confirmées. Actuellement, Brazil purge sa peine à l'établissement correctionnel de Jackson et devrait être libéré le 18 mai 2028. Pendant son séjour en prison, il a suivi avec succès le programme d'enseignement général et obtenu un certificat d'assistant juridique. Craig Price. Craig Price, également connu sous le nom de Warwick Slasher, est un criminel en série condamné dont les actes odieux ont fait scandale en raison des crimes effroyables qu'il a commis à Warwick dans le Rhode Island à la fin des années 1980. Les crimes de Price et les subtilités entourant son affaire continuent de captiver l'attention du public, soulevant des questions profondes sur la nature du mal et la complexité du système pénal. Craig Price est né le 11 octobre 1973. Ses tendances violentes sont apparues dès son plus jeune âge, lorsqu'il a commencé à se livrer à des actes de cruauté envers les animaux et à afficher un comportement agressif. Cependant, ce n'est qu'en 1987, à l'âge de 13 ans, que Price s'est lancé dans une série d'agressions brutales qui ont bouleversé la communauté. La première victime de Price fut Rebecca Spencer, une femme de 27 ans qu'il rencontra alors qu'elle faisait son jogging près de chez elle. Price s'introduisit dans sa maison, l'agressa brutalement et laissa son corps sans vie derrière lui. Moins d'1 an plus tard, il frappa à nouveau, cette fois en prenant pour cible un couple du quartier, Joan Heaton et ses 2 filles, Jennifer et Melissa. Price s'introduisit dans leur maison et agressa brutalement les 3 victimes. La communauté de Warwick était paralysée par la peur, car le criminel était toujours en liberté. Finalement, les soupçons se sont portés sur Craig Price, qui avait des antécédents de comportement violent et avait déjà eu des démêlés avec la police. Price a été arrêté en 1989 après qu'un témoin ait fourni des informations incriminantes, et il a finalement avoué ses crimes. Ce qui est choquant dans les crimes de Price, ce n'est pas seulement leur brutalité, mais aussi son âge au moment où ils ont été commis. À seulement 15 ans, Price est devenu l'un des plus jeunes criminels en série de l'histoire des États-Unis. Ce fait a suscité des débats sur la nature de la violence juvénile et la réponse appropriée du système pénal. En raison de son âge, Price a d'abord été condamné comme mineur et envoyé dans un centre de détention pour mineurs jusqu'à son 21e anniversaire. Cependant, ses tendances violentes ont persisté pendant sa détention et il a agressé d'autres détenus, allant jusqu'à en tuer un. Cela a conduit à une réévaluation de son cas et, en 1992, Price a été condamné à une longue peine de prison. Tout au long de son incarcération, Price est resté un personnage très controversé. Il n'a montré que peu de remords pour ses crimes et a été impliqué dans d'autres incidents violents à l'intérieur de la prison. Malgré son potentiel de réinsertion, les actions et le comportement de Price ont semé le doute quant à la possibilité de sa libération éventuelle. Craig Price est toujours incarcéré dans une prison de Rhode Island où il purge sa peine pour ses crimes. Au vu de ces histoires, peut-on affirmer que le mal est possible à tout âge? Restez à l'écoute pour découvrir d'autres contenus captivants et cliquez sur la carte qui s'affiche sur votre écran.